Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier, un rapport mensuel d'octobre 2025. Oui, un texte très personnel. Exactement. Et dès le début, l'auteur il nous interpelle avec des remarques sur Halloween. Il appelle ça une daube décadente. Hmm. Et il parle plus largement de ce qu'il voit comme une sorte d'invasion culturelle anglo-saxonne. C'est un thème récurrent chez lui, semble-t-il. Oui. Et puis, il y a ces observations assez piquantes sur les stéréotypes liés à l'alcool. Ah oui, Il juge les Britanniques enthousiastes, il mentionne les Américains, leur prohibition passée, la bière légère, ces fameux sacs en papier d'accord, une vision assez... colorés. très. Il va même jusqu'à faire un parallèle historique, après les Bernois, puis l'influence anglophone. Il imagine une future ère chinoise, assez audacieux. D'octobre 2025, c'est un mélange assez étonnant d'observations très locales. Centré sur Nyon, le quartier de Rive, c'est ça? Tout à fait, très précis. Et ça se mêle à des réflexions culturelles, des critiques politiques assez vives, et puis l'expression d'une frustration évidente face aux nuisances quotidiennes. Il se pose en observateur attentif de son environnement immédiat. C'est ça. Presque un greffier, on pourrait dire. Tout à fait. Et notre objectif ici, c'est justement de décortiquer ce témoignage, pour essayer de comprendre sa perspective. Comprendre son point de vue. Voilà. Comprendre son point de vue, identifier les problèmes spécifiques qu'il décrit dans son quartier, mais surtout analyser comment il fait le lien constamment entre ses expériences très locales et des enjeux beaucoup plus vastes. Société, politique, culture. Exactement. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il pense exprimer un ressenti partagé par de nombreux citoyens face à des situations qu'il trouve inacceptables. Et cette exploration, elle va nous amener aussi à aborder des questions importantes qu'il soulève. La liberté d'expression, le droit à la tranquillité. Deux piliers de son argumentation, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Alors, justement, plongeons dans cette chronique. Ce quartier sous tension à Nyon, Rive. L'auteur décrit un environnement sonore difficile. Qu'est-ce qui ressort le plus? Le bruit, clairement, c'est une source majeure d'exaspération pour lui. Il cible des événements précis, comme la fête de la musique, Il cite même un DJ, Raivax. oui, qui aurait joué jusqu'à 4 heures du matin. Il mentionne aussi Rive Jazzy. Pour lui, ces événements sont déplacés dans une zone résidentielle. D'accord. Et il n'y a pas que les événements ponctuels. Non, non. Le bruit viendrait aussi, selon lui, de l'activité de certains établissements. Il nomme le Fisherman's Pub et le restaurant Terrénal. Et qu'est-ce qu'il leur reproche exactement? Les horaires tardifs, la musique, les clients bruyants dehors, et même l'extension des terrasses qui empiètent, selon lui. Donc le bruit, c'est un point central. Mais il n'y a pas que ça, n'est-ce pas? Il parle d'autres nuisances? Non, en effet. Il y a aussi la pollution lumineuse. La lumière. Oui, les installations de la fête de la musique, par exemple, mais aussi, et c'est plus surprenant, des lampes torches. Des lampes torches? Oui, utilisées par la police lors d'interventions ou par le personnel de Terrénal la nuit, et ces lumières seraient dirigées vers les fenêtres des habitants. Ah oui, quand même. Et puis, il ajoute les déchets. Il parle de restes de nourriture, type tasty burgers, d'emballages qui traînent. On sent qu'il documente tout ça avec une précision quasi obsessionnelle. C'est très frappant. Comment on peut interpréter cette approche presque scientifique? C'est sa méthode pour prouver ses dires, je pense. Il note tout, les heures, les dates, les événements précis, une soirée Halloween au pub, le départ nocturne du personnel d'un resto. Il dit même avoir filmé certaines scènes. Oui, l'évacuation d'une personne ivre, par exemple. Il se voit comme un observateur minutieux. Il utilise des expressions comme loge à bas prix ou spectateur privilégié. C'est une façon de souligner sa position. Exactement. Et cette documentation sert à étayer ses plaintes, à leur donner du poids. Son ton est souvent sarcastique aussi, non? Oui, il parle de cirque parfait, de scènes magnifiques. Voilà. Ça suggère une forme de distance ironique face à ce qu'il juge absurde, en fait. Et il ne fait pas que décrire. Il invoque aussi ses droits. Absolument, c'est systématique. Ces plaintes, il les relie toujours à ce qu'il considère comme ses droits fondamentaux. Le droit à la tranquillité. Oui, le droit au sommeil, il précise même que dormir la fenêtre ouverte, c'est une jouissance normale d'un logement, et plus largement, le droit à la jouissance paisible de son domicile. Et pour appuyer ça, il accumule les preuves. C'est ça. Photos, enregistrements audio qu'il dit mettre sur YouTube.
Il précise d'ailleurs être passé de la vidéo à l'audio seul, sur conseil de la police. Oui, c'est ce qu'il affirme. Il ajoute aussi des liens vers des articles, des sites web. C'est une vraie démarche de documentation citoyenne, en quelque sorte. Et toute cette accumulation de preuves, de frustrations, s'alimente une critique assez directe des autorités locales, de la police. C'est quoi le cœur de son reproche? C'est un sentiment profond d'inaction, d'indifférence. Il utilise des mots forts, hein. Silence, ignorance, personne ne répond, personne n'assume. C'est assez radical. Oui, et il va plus loin. Il suggère une forme de partialité. Il accuse les autorités de favoriser certains établissements, ou ce qu'il appelle un clan. Un clan. Oui, et de ne pas gérer efficacement les nuisances qu'il signale. En gros, il a l'impression que les plaintes des riverains, elles ne sont pas prises au sérieux. Il y a d'ailleurs un incident qu'il raconte et qui semble vraiment cristalliser ce sentiment d'injustice pour lui. Ah oui, cette histoire avec les policiers, ils sont appelés pour du bruit et finalement ils auraient éclairé son propre domicile avec leur lampe torche. C'est pour lui la preuve que... Que l'attention se détourne des vrais responsables pour se porter sur les plaignants. C'est un moment clé, je crois, qui renforce sa conviction d'être une cible et non plus une victime. Et sa critique, elle ne vise pas seulement l'action ponctuelle ou l'inaction. Elle touche aussi à la structure même du pouvoir local, non? Oui, il est très critique sur ce point. Il parle d'un shérif local. Visant un élu, apparemment. Oui, un élu qui, selon lui, outrepasserait ses fonctions. Il remet en cause la hiérarchie policière. Pour lui, la police devrait dépendre du canton ou du fédéral, pas être soumise à un pouvoir communal qu'il juge partial. Il évoque aussi un manque de moyens. Oui, un manque de moyens criant pour la police qui serait dépassée par ce qu'il nomme un cirque permanent. Il fait une comparaison assez intéressante entre la gestion publique et la gestion privée. Pourquoi cette comparaison, à votre avis? C'est un point récurrent chez lui. Il oppose le privé avec des objectifs clairs, des budgets, des conséquences si ça ne marche pas, au secteur public politique. Où il voit un manque de responsabilité. C'est ça. Un manque de responsabilité, la facilité d'augmenter les impôts si besoin, et pas vraiment de compte à rendre, selon lui. Il fait aussi la distinction entre l'autorité liée à la légitimité, la compétence et la simple notoriété. Et pour lui, les autorités locales manquent de cette vraie autorité. Exactement. C'est ce qu'il sous-entend fortement. Et face à toutes ces démarches, ces plaintes répétées, comment les autorités ont-elles réagi, d'après ce qu'il nous dit? D'après l'auteur, la réponse n'a pas été de chercher des solutions concrètes. Il dit avoir reçu un courrier d'un avocat, Maître Baudrat, mandaté par la commune. Pas un dialogue direct, donc. Non. Et il exprime vraiment le sentiment d'être méprisé, traité de désœuvré, ou même soupçonné d'avoir des hallucinations ou d'être en détresse psychique. C'est assez violent comme retour. Oui, et il critique aussi un manque de transparence. Il suggère des conflits d'intérêts, parle que réseau, de copinage. Il mentionne des avocats très présents en politique, notamment au PLR. Le Parti libéral radical. Oui, et là il lâche cette phrase, plein d'oliviers. Les oliviers. Oui, une référence à... Ouais. Oui, c'est une référence directe et sarcastique à un don controversé d'olivier en bac fait par l'association du Palais au Festival à la ville. Pour lui, c'est le symbole de cette proximité qu'il dénonce entre certains milieux. D'accord. Donc cette impression d'être face à un mur, ou pire, d'être méprisé, ça le pousse à changer de stratégie. Manifestement, il passe à la satire. C'est là qu'intervient sa chaîne YouTube Vision du réel de Paléopolis Sponsorius. Paléopolis Sponsorius, le surnom ironique qu'il donne à Nyon, oui. Et son but affiché, c'est de bousculer les habitudes, susciter un débat public. Il dit vouloir donner des coups de pied dans la fourmilière. La satire devient son outil. Et ça soulève évidemment des questions juridiques, éthiques, qu'il aborde lui-même d'ailleurs. Oui, il parle du droit à l'image. Exactement. Il met ça en balance avec sa propre liberté d'expression et surtout la liberté de création artistique, la satire, la caricature. Il se réfère à la Constitution suisse, à la Convention européenne des droits de l'homme pour justifier sa démarche. Et comment il articule cette défense? Comment il justifie d'utiliser l'image ou la description de personnes? Il insiste sur le fait que sa critique, même si elle est dure ou moqueuse, ne vise pas les individus en tant que personnes privées. Mais plutôt les fonctions, les décisions. Voilà. Les dysfonctionnements administratifs, les choix politiques, les pratiques commerciales qu'il juge nuisibles. Il répète que ces rapports décrivent la réalité observée, que rien n'est inventé. La vérité blesse, dit-il aussi. Oui, mais il affirme que ce n'est pas son but premier. Il se voit un peu comme un lanceur d'alerte qui utilise l'humour, la provocation, parce que les voies officielles, pour lui, sont fermées.
C'est une posture intéressante, cette revendication de la satire comme outil de vérité face à un système jugé opaque. Et cette méfiance envers les canaux officiels, est-ce qu'elle s'étend aussi aux médias traditionnels? Oui, il semble assez critique vis-à-vis du journalisme. Il dit qu'il préfère sa propre lecture des faits, qu'il n'a pas besoin qu'on lui explique ce monde. Il prend ses distances. Oui, il dit ne pas utiliser les réseaux sociaux non plus, qu'il ne semble pas porter en haute estime, tout en notant d'ailleurs la fragilité de la presse. Il mentionne des fermetures de titres en Suisse romande. Donc il privilégie sa propre plateforme, sa chaîne YouTube. Clairement, comme un canal direct, sans filtre, pour diffuser son point de vue. On voit bien comment tout ça s'emboîte. Des frustrations locales qui nourrissent une critique plus systémique. Mais le rapport va encore plus loin. Il élargit encore le champ. Oui, c'est ça qui est fascinant, c'est comme des poupées russes. On part des poubelles et du bruit arrive, et on arrive à des critiques culturelles, sociétales, bien plus larges. On a parlé d'Halloween, de l'alcool. Oui, cette critique de l'influence anglo-saxonne. Mais il cible aussi plus largement l'empreinte américaine. Le tabac, dont il attribue l'arrivée à sa mère et aux Américains. C'est précis. Oui. Netflix et ses tarifs, le Wegovy, ce médicament anti-obésité, le ketchup Heinz qu'il retrouve dans les poubelles, et même une allusion à un possible retour du LSD, c'est très éclectique. Et il utilise une référence classique pour critiquer la société actuelle, non? Oui, le fameux Panem et Circense, du pain et des jeux, Pour dénoncer quoi exactement? une société qu'il juge trop tournée vers le divertissement facile, la consommation à outrance. Il critique aussi le greenwashing. Il y a cette photo de déchets avec la légende Champions of Greenwashing. C'est une critique assez frontale de la modernité consumériste. Et l'auteur ne s'arrête pas là, il va sur un terrain presque philosophique. Ouais. Il est assez radical dans ses propos. Oui. Il compare même la consommation d'alcool chez les humains, potentiellement excessive, à celle qu'il juge plus raisonnable, des singes avec les fruits fermentés. Et il conclut que l'humain peut devenir bien plus stupide. C'est une vision très désenchantée de l'humanité. C'est très direct, en effet. Il développe aussi une analyse assez poussée sur le concept de secte. Comment il l'utilise? Alors il commence par définir les caractéristiques, un leader charismatique, une vérité unique, le contrôle des membres, l'isolement. Le schéma classique. Ouais. Et ensuite, il applique ce modèle à différents domaines. D'abord le religieux, bon, avec des exemples attendus, témoins de Jéhovah, scientologie. Mais ensuite, et c'est là que ça devient plus polémique, il l'applique à la politique. Ah oui? Qui met-il dans cette catégorie? Alors là, c'est très large. Il cite des partis suisses comme l'UDC, les Verts libéraux, les Verts, le PLR, le Centre, mais aussi des figures comme Macron en France, et même des élus locaux indépendants qu'il accuse de monopoliser le pouvoir. C'est une application très large du terme. Très. Et il ne s'arrête pas là. Il identifie aussi des sectes économiques. Il cite Trump ou Elon Musk comme des sortes de gourous promettant richesse et succès. D'accord. C'est une grille de lecture assez particulière. Est-ce qu'il essaye d'analyser pourquoi les gens adhèrent à ce qu'il appelle des sectes? Oui, et c'est là que son analyse devient plus sociologique peut-être. Il explore les motivations, le besoin de sens, la solitude, une certaine fragilité, la recherche de réponses simples dans un monde complexe, l'attraction d'un leader fort. Les raisons classiques, en somme. Oui. Et il en tire une conclusion évidente, l'importance capitale de garder un esprit critique. Pour lui, c'est le rempart contre cet embrigadement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette grille de lecture de la secte, même si elle peut paraître excessive, Oui. elle semble être pour lui une façon de comprendre non seulement des phénomènes globaux, mais peut-être aussi les dynamiques de pouvoir, de conformisme, de manque de critique qu'il croit voir à son échelle locale, dans sa commune. C'est une rhétorique forte, en tout cas. Oui, une rhétorique qu'on entend parfois chez des citoyens qui se sentent impuissants face à des systèmes qu'ils jugent fermés. L'analogie avec la secte, aussi forte soit-elle, traduit ici une perte de confiance radicale dans les mécanismes démocratiques classiques. Le rapport contient aussi beaucoup de critiques politiques très directes. On rappelle qu'on les rapporte ici de manière neutre, en se basant sur le texte. Quelle image des politiciens ressort de ce rapport? Mais l'image est globalement très négative. Il les voit comme déconnectés des citoyens, Accrochés à leur poste? ne démissionnant jamais, sauf si chassés, écrit-il, Fais ça. et agissant surtout par intérêt personnel ou pour servir des lobbies. Il les qualifie d'égocentriques nés. Et sa comparaison constante avec le privé, c'est pour souligner ce qu'il voit comme un manque de responsabilité et d'efficacité dans le public. Et il ne reste pas dans le vague, il cite des noms. Non, pas du tout. Il donne plusieurs exemples pour étayer son propos. Côté français, Macron est critiqué pour un soutien supposé à Rajoelina, Madagascar, et moqué pour cette photo de lui fatigué après une sortie en jet ski.
D'accord. Trump avec son Make America Great Again et ses références à Dieu. Sarkozy est mentionné aussi. Et côté suisse, il cite plusieurs personnalités politiques de premier plan. Comme qui, par exemple? Karen Keller-Sutter, la conseillère fédérale aux finances, Pascal Brolis, l'ancien conseiller d'État vaudois, Guy Parmelin, à l'économie, Alain Berset, ancien conseiller fédéral, et Daniel Rossella, le syndic de Nyon et patron du Paléo, notamment dans le contexte d'une affaire impliquant Novartis et le festival. Donc des critiques très ciblées. Au-delà des personnes, est-ce qu'ils critiquent aussi des politiques plus généraux? Oui. Par exemple, la gestion des réfugiés ukrainiens. Il y voit un traitement de faveur par rapport à d'autres migrants. Et plus largement encore, il remet en cause l'efficacité, voire l'honnêteté de la démocratie occidentale elle-même. Ah oui, carrément. Oui, il la juge minée par la propagande. Il dit d'ailleurs, ce n'est pas seulement les Russes qui font de la propagande. Ça suggère une forme d'hypocrisie ou de manipulation généralisée dans le discours politique occidental. C'est une critique radicale du système. Oui, et on a l'impression que c'est l'aboutissement logique de son exaspération locale. L'inaction qu'il perçoit à Nyon, pour lui, ce n'est que le symptôme d'un mal politique beaucoup plus profond. C'est fascinant de voir comment tout s'imbrique, du local au global. Comment on pourrait synthétiser l'essence de ce rapport, finalement? En résumé, ce rapport mensuel d'octobre 2025, c'est vraiment le journal de bord, très détaillé et forcément subjectif, d'un citoyen qui semble arriver à un point de rupture. Face aux nuisances locales à Nyon. Voilà, des nuisances répétées dans son quartier. Et pour y répondre, il utilise l'observation quasi ethnographique, la documentation multimédia et puis l'arme de la satire. Tout ça pour exprimer sa colère et critiquer très durement ce qu'il voit comme l'inertie, l'opacité et même la partialité des autorités locales. Et la richesse du document, c'est ce lien constant. Exactement. La grande richesse, c'est cette capacité à faire le pont sans cesse entre ces frustrations très concrètes, très locales, et des critiques d'une portée beaucoup plus large. Ça vise la société de consommation, la culture dominante, les dérives du système politique, et même une certaine vision de la condition humaine. Et pour conclure cette exploration, il y a une question que l'auteur pose lui-même et qui résonne particulièrement. Il demande « Pourquoi faudrait-il donc forcément être normal ?» Une question intéressante. Oui. Et au-delà de son cas personnel, ça nous renvoie à une question fondamentale pour toute vie en société. C'est quoi la normalité dans l'espace public qu'on partage? Et comment on trouve le juste équilibre entre l'aspiration tout à fait légitime à la tranquillité individuelle et puis l'animation qui peut être bruyante, oui, mais qui est souvent nécessaire et fait le sel de la vie collective en ville. Une tension permanente, en somme. Exactement. Une réflexion qui finalement dépasse largement les rives du Léman.